Les fondations et l'église basse sont construites en l'espace de 2 ans. Désormais, les ouvriers doivent bâtir la basilique de 86 mètres de long sur 35 mètres de large et élever l'ensemble à 48 mètres de hauteur. Mais ils ont une contrainte imposée par l'architecte. Dans le cahier des charges de Sainte-Marie-Perrin aux entreprises, il y avait aussi une obligation de ne mettre d'échafaudage qu'à l'intérieur. Cette exigence permet de conserver la pureté de la façade car si les échafaudages avaient été installés à l'extérieur, il aurait fallu les ancrer dans les pierres puis reboucher les trous au risque d'altérer le monument. À l'intérieur, les mosaïques recouvrent les murs et dissimulent les traces laissées par les échafaudages. Au fur et à mesure de la construction, les colonnes s'élèvent jusqu'à 15 mètres de hauteur. L'objectif de l'architecte est d'obtenir une structure résistante, mais également fine et élégante. Pour cela, le plafond doit être composé de matériaux extrêmement légers. Toutes les voûtes, par exemple, sont faites avec des pierres très légères. C'est des tufs. Et les tufs sont des pierres creuses avec des alvéoles dedans, un peu comme la pierre ponce. Et comme vous le savez, la pierre ponce, dans le bain, ça flotte. Et là, c'est des pierres donc très légères. Ça permet de diminuer toutes les poussées sur les murs et de diminuer le risque de basculement des murs. L'emplacement de chaque pierre a été pensé en fonction de sa capacité de compression, de sa masse, mais également de sa couleur. Les contemporains de Pierre Baussan comparent la basilique à de l'orfèvrerie. Le fait que son père ait été tailleur de pierre et que lui ait une connaissance de la pierre très précise l'a amené à avoir des exigences de teinte, de veine, de rendu de la lumière sur une pierre suivant comme elle est taillée. Ça, il savait ce que ça allait donner, il en connaissait le résultat à l'avance et du coup, je pense oui, ça l'a amené à faire des choix. Et c'est pour ça qu'on a une telle variété. Au total, plus de 45 natures de pierres différentes sont employées à travers la basilique. Les pierres viennent du monde entier, aussi bien des pays du Nord que d'Afrique. Elles parcourent parfois des milliers de kilomètres pour arriver sur le chantier de la basilique de Fourvière. On a une foison de marbre multicolores. On a les marbres de l'Afrique du Nord, on a les pierres de Madagascar. C'est extraordinaire. Et là, tout ce décor vient des possessions françaises. Avant d'être utilisée pour la construction, chaque pierre est analysée, auscultée par l'architecte. Il était capable de déterminer si ce filon-là était bon, si cette colonne, il fallait la refuser parce qu'elle avait une fissure, même très délicate à voir. Il avait une grande connaissance des matériaux, très fine, et de comment on les mettait en œuvre. À mesure que la basilique de Fourvière se construit, les Lyonnais découvrent un monument étonnant, d'un style architectural totalement inconnu dans la région. Baussan est une figure tout à fait atypique de l'architecture du XIXe siècle, qui n'a aucun équivalent en France à la même époque. Il allie la grande qualité des matériaux avec une idée spirituelle. Le rêve de l'architecte Pierre Baussan est sur le point d'aboutir, plus de 50 ans après ses premiers croquis. Mais une contrainte de taille va l'obliger à réduire ses ambitions. Les caisses de la fondation de Fourvière sont vides. Impossible de finir la basilique telle qu'il l'avait imaginée. Les possédants sont moins possédants, on va dire. Il y a plus d'impôts, il y a l'impôt sur le revenu qui se met en place, il y a l'impôt sur les successions, ainsi de suite. Et puis l'économie tourne moins bien, donc on sent un ralentissement très net dès les années 1900. Et puis évidemment arrive la Première Guerre mondiale qui économiquement est une catastrophe. Les sculpteurs, censés donner vie à la pierre, sont renvoyés chez eux et laissent la basilique en chantier.
ça n'est pas terminé, c'est un peu brut. Et on a beaucoup de pierres épanelées, mais pas encore taillées. Enfin, voilà. Donc, du coup, il y a un côté un peu brut, un côté forteresse, alors que le résultat devrait être beaucoup plus fin. Si certaines pierres sont laissées brutes, il faut en revanche finir de construire le toit. Et là encore, les maîtres d'œuvre sont à la recherche d'économies. Le bois, initialement prévu pour la charpente, est remplacé par du fer. Et l'on va construire le toit de la basilique comme l'ont construit les gares de l'époque. Pour cela, les bâtisseurs s'appuient sur la technique développée par l'ingénieur français des chemins de fer, Camille Polonceau. Son idée, créer une unité de référence de forme triangulaire toute particulière que l'on appelle une ferme. C'est un système de charpente fait de fermes successives. Ces fermes sont elles-mêmes subdivisées en des triangles, et notamment 2 triangles qui travaillent comme des fermes, elles aussi, reliées par des barres métalliques qui sont des tendeurs. L'ingénieux système Polonceau permet avec très peu de matière de créer une armature capable d'absorber les dilatations. Autre avantage, il permet de laisser de la hauteur libre au centre plus importante que sur les côtés. Idéal pour recevoir les voûtes de la basilique. Une fois la charpente réalisée, la couverture doit être installée. On avait pensé à la couverture en cuivre, mais elle est chère. On a pensé à la couverture en plomb, mais ça pèse lourd. Et finalement, on a opté pour 1600 ardoises qui faisaient 1 mètre sur 1 mètre. Et ce sont des ardoises relativement minces. Si ces ardoises légères et bon marché permettent de couvrir le toit de la basilique, elles ont un inconvénient qui va, à lui seul, mettre en péril la structure de l'édifice. L'ardoise, c'est un matériau qui va absorber le rayonnement solaire et chauffer énormément. La charpente elle-même subit des dilatations importantes puisque le comble arrive à chauffer à cause de ce corps noir. C'est vrai qu'on arrive à des températures à l'intérieur qui peuvent être de l'ordre de 60-70 degrés. Les écarts de température sont tels que la charpente qui se dilate ne peut être en contact direct avec les murs qui, eux, n'ont aucune souplesse. Le risque, c'est de pousser la maçonnerie et de créer des fissures. L'architecte a donc dû trouver une astuce. Baussan avait conçu un système très intéressant qui était le fait de reposer les charpentes sur des petites plaques huilées. Ces supports étaient faits pour glisser. Ils étaient faits par un système de plaques qui devaient glisser l'une sur l'autre, mais qui n'étaient pas accrochés au mur. La charpente en fer est ainsi indépendante des murs et peut se dilater sans menacer la structure du monument. Aujourd'hui, la basilique de Fourvière est l'un des symboles de Lyon inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. À la fin du XIXe siècle, Lyon renforce ainsi sa puissance religieuse. Son commerce, en revanche, est mis à mal, notamment à cause de la guerre contre la Prusse. Et Lyon, ville stratégique, est menacée d'une invasion.